Le fil invisible. Comment la science explique l'art, l'histoire décrypte la technologie et la musique raconte l'économie. Introduction, le tisserand de la connaissance. Il existe une carte du monde qui ne figure dans aucun atlas. Ce n'est pas une carte de terres et de mers, mais une carte d'idées. Sur cette carte, les continents se nomment art, science, économie, histoire, musique. Nous avons passé notre vie à les visiter séparément, à apprendre leur langue et leurs coutumes comme s'ils étaient des mondes étrangers, hermétiques les uns aux autres. On nous a enseigné la frontière nette entre un théorème mathématique et une sonate, entre une innovation technologique et un poème, entre une crise boursière et un courant pictural. Pourtant, à force de voyager entre ces continents, une sensation étrange s'installe, celle d'un écho, d'un air de famille. On croit reconnaître le rythme d'une courbe de croissance économique dans la structure d'un morceau de musique populaire. On devine la logique d'un programme informatique dans la construction d'une cathédrale gothique. On touche du doigt la physique de l'optique dans le regard d'un portrait de la Renaissance. Ce livre est le récit d'un voyage à la recherche des routes secrètes qui relient ces continents. Des fils invisibles, tendus par-dessus les océans de notre ignorance. Des fils de logique, de nécessité et de hasard qui lient la chute d'un empire à l'invention d'un alliage, l'isolement d'un microbe à la forme de nos villes, une équation écrite à Bagdad au XIIIe siècle à la beauté d'une fresque peinte à Florence 200 ans plus tard. Il ne s'agit pas ici de compiler des anecdotes amusantes, mais de se livrer à un exercice de regard. Apprendre à voir le monde non plus comme un archipel de savoirs isolés, mais comme une immense tapisserie, où chaque événement, chaque création, chaque découverte est un nœud qui ne tient que par les autres. En tirant sur un fil, c'est tout le motif qui frémit. Ce voyage ne requiert aucune connaissance d'expert, seulement une curiosité tenace. La seule question qui nous guidera est peut-être la plus simple et la plus puissante qui soit. Quel est le rapport entre... Je vous invite à me suivre, non pas pour accumuler des réponses, mais pour apprendre à voir les questions qui se cachent dans le tissu même du monde. Car comprendre ces liens, c'est bien plus que de la culture, c'est commencer à percevoir la mélodie cachée des choses. Partie première, la mesure du monde. Chapitre 1. La perspective des peintres et l'âge d'or des mathématiques arabes. Tout a commencé pour moi devant la Sainte Trinité de Masaccio, dans la pénombre de l'église Santa Maria Novella à Florence. Le tableau, peint aux alentours de 1427, est une icône de l'histoire de l'art. Mais ce jour-là, ce n'est pas le sujet religieux qui m'a captivé. C'est l'architecture feinte qui sert de cadre à la scène. Une voûte en berceau, des colonnes classiques, un plafond à caisson, une chapelle entière qui semble s'enfoncer profondément dans le mur, créant une illusion d'espace si parfaite qu'on a l'envie instinctive de s'avancer pour vérifier que le mur est bien plat. C'est un trou dans la réalité, un mensonge magnifique et parfaitement calculé. La question qui m'est venue était d'une simplicité enfantine. Comment a-t-il fait ? Non pas seulement sur le plan technique, avec ces lignes de fuite qui, si on les prolonge, convergent toutes impeccablement vers un point unique situé à hauteur des yeux du spectateur, mais conceptuellement. D'où venait cette idée révolutionnaire, cette nouvelle grammaire du regard qui allait définir toute la peinture occidentale pour les 5 siècles à venir? L'histoire de l'art nous donne une réponse convenue. C'est le Quattrocento, l'effervescence de l'humanisme, la redécouverte de l'Antiquité et surtout le génie de 2 hommes. Le premier est un architecte, Filippo Brunelleschi, qui, une quinzaine d'années avant la fresque de Masaccio, aurait réalisé sur la place du Dôme de Florence une démonstration spectaculaire. À l'aide d'un petit panneau percé d'un trou et d'un miroir, il aurait prouvé qu'il était possible de représenter le baptistère avec une exactitude mathématique. Le second est un théoricien, Leon Battista Alberti, qui, en 1435, couchera ses principes sur le papier dans son traité de Pictura, de la peinture, offrant à tous les artistes un manuel pratique pour construire cet espace rationnel. C'est une réponse juste, mais terriblement incomplète. Elle était comme un panneau indicateur qui désignerait une montagne sans jamais expliquer les forces tectoniques qui l'ont fait naître. Pourquoi à Florence? Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi cette obsession soudaine pour la représentation mathématique de l'espace, alors que l'art médiéval qui précédait se souciait bien plus de symbolisme et de hiérarchie divine, superposant les figures selon leur importance plutôt que selon leur position dans un espace réaliste? Pour comprendre cette révolution, il faut accepter que sa source ne se trouve pas à Florence. Il faut remonter le temps, bien avant la Renaissance, et traverser la Méditerranée. Le fil invisible qui nous mènera à la solution n'est pas un fil de laine ou de soie, mais un rayon de lumière. Car avant de pouvoir peindre ce que l'œil voit, il fallait comprendre comment l'œil voit.
Et sur ce point, l'Europe du début du XVe siècle était encore largement dans l'ombre. Les savants de l'Antiquité, comme Euclide ou Ptolémée, avaient soutenu une théorie dite de l'extramission. Pour eux, la vision était un acte. L'œil n'était pas un récepteur passif, mais un émetteur actif. De nos pupilles jaillissaient des rayons visuels, des sortes de tentacules invisibles qui allaient toucher les objets pour en sonder la forme et la couleur. C'était une idée intuitive, qui faisait de notre regard une force agissante sur le monde. Mais elle était fausse et inapte à fonder une science de la représentation. La piste véritable nous mène au Caire, au début du XIe siècle. Là vivait un homme du nom d'Abou Alayh al-Hassan ibn al-Haytham, connu en Occident sous le nom latinisé d'Alhazen. Mathématicien, astronome et physicien, il est l'une des figures majeures de ce que l'on nomme l'âge d'or des sciences arabes. Il incarnait une méthode nouvelle, le doute systématique envers les autorités anciennes et la primauté de l'expérimentation. Et son grand œuvre, le Kitab al-Manazir, ou traité d'optique, allait pulvériser plus de 1000 ans de certitude. Alhazen renversa complètement la perspective. En s'appuyant notamment sur l'étude de la camera obscura, la chambre noire, ce phénomène où la lumière passant par un minuscule orifice dans une pièce obscure projette sur le mur opposé une image inversée du monde extérieur. Il prouva que la lumière ne partait pas de l'œil, mais voyageait en ligne droite depuis chaque point de l'objet observé jusqu'à l'œil. L'œil était un récepteur, une cible. La vision n'était plus un acte de palpation, mais un acte de réception de l'information lumineuse émise par le monde. Cette découverte est fondamentale. Si la lumière voyage en ligne droite, alors la vision devient un problème de géométrie. Alhazen modélisa le processus. D'un point de l'objet observé, partent une infinité de rayons de lumière dans toutes les directions. Seul un de ces rayons entre dans l'œil perpendiculairement à sa surface. L'ensemble de tous les rayons provenant de tous les points de l'objet forme ainsi un cône visuel, dont la base est l'objet regardé et le sommet, ou le point de convergence, est l'œil lui-même. Il avait, pour la première fois, décrit la structure mathématique de la vision. Le voyage de cette idée est aussi fascinant que l'idée elle-même. Comment ce concept, né dans la tête d'un savant du Caire, a-t-il pu se retrouver sur le mur d'une église florentine 4 siècles plus tard? Le fil est ténu, mais continue. À partir du XIIe siècle, dans les grands centres de traduction comme Tolède en Espagne ou Palerme en Sicile, les savants chrétiens et juifs se passionnent pour le savoir arabe et le traduisent massivement en latin. Le traité d'optique d'Alhazen devient de aspectibus. Il circule dans les universités médiévales, étudié par des penseurs comme Roger Bacon ou John Petcham. L'idée est là, présente dans le sous-sol intellectuel de l'Europe. Mais pendant des siècles, elle reste une connaissance scientifique, confinée au débat d'érudits. L'art, lui, n'en a que faire. La mentalité médiévale, hiératique et spirituelle, n'a pas besoin d'un outil pour représenter le monde tel qu'un simple humain le voit. Au contraire, elle le fuit. Alors, que se passe-t-il à Florence au début du XVe siècle? C'est l'étincelle. C'est le moment où le besoin culturel rencontre enfin la solution technique qui dormait depuis des siècles. Florence est une ville de marchands, de banquiers. Une ville où la comptabilité, la mesure, le contrat et la rationalisation du monde matériel sont au cœur du pouvoir. C'est l'émergence d'une nouvelle philosophie, l'humanisme, qui place l'homme, et non plus seulement Dieu, au centre de l'univers. Cet homme nouveau, incarné par les Médicis, veut comprendre, maîtriser et organiser le monde selon son propre point de vue. C'est là que Brunelleschi, cet esprit universel, fait la synthèse. Il est probable qu'il ait eu accès, via les cercles savants de son temps, aux théories d'Alhazen. Mais son génie n'est pas celui d'un scientifique, c'est celui d'un artiste et d'un ingénieur qui comprend que le cône visuel d'Alhazen peut devenir un outil de construction. Il comprend que la surface du tableau peut être vue comme une vitre, une intersection plane de ce cône. En projetant les lignes de ce cône sur cette surface, il peut créer un espace parfaitement rationnel et mesurable. La théorie scientifique devient une recette artistique. Alberti, dans son traité, ne fera que populariser cette méthode, parlant de pyramide visuelle, une traduction directe du cône d'Alhazen. La fresque de Masaccio est le premier chef-d'œuvre spectaculaire issu de cette recette. Le fil invisible, parti de la physique expérimentale d'un savant arabe, venait de s'incarner dans la théologie peinte d'un artiste chrétien. La science de la lumière avait donné naissance à l'art de l'espace. Cette invention n'est pas qu'une simple technique, c'est une vision du monde qui s'impose. La perspective monofocale, avec son point de fuite unique, dicte au spectateur sa place. Il n'y a qu'un seul point de vue correct, un seul angle juste. C'est une métaphore de l'individu rationnel de la Renaissance, maître de ce qu'il observe, et cet héritage est immense. Il mène directement à la grille cartésienne.
à la photographie, au cinéma, à l'interface de nos écrans d'ordinateur. Nous vivons encore, à bien des égards, dans la boîte perspective d'Alhazen et de Brunelleschi. Et en regardant nos vies se dérouler à travers ces cadres, on peut se demander ce que nous avons gagné en ordre et en clarté, mais aussi ce que nous avons perdu d'autres manières, peut-être plus riches et plus complexes, de voir le monde. Chapitre 2. L'harmonie des sphères, l'astronomie de Kepler et les fondements de la musique occidentale. La perspective, comme nous l'avons vu, fut une tentative de mettre le monde en ordre, une manière de rationaliser l'espace, de le soumettre à la géométrie et de le rendre intelligible depuis un unique point de vue humain. Cette quête d'un ordre caché, d'une structure mathématique sous-jacente au chaos apparent du monde, est l'un des moteurs les plus puissants de l'esprit humain. Après avoir maîtrisé l'espace visible sur une toile, la prochaine étape logique était de tenter de déchiffrer l'ordre du plus grand des spectacles, le ciel lui-même. Mais pour les penseurs de la Renaissance et de l'âge baroque, cet ordre n'était pas seulement visuel. Il était, et c'était là leur conviction la plus profonde, audible. L'idée est d'une beauté poétique vertigineuse. Elle nous vient des Grecs de l'Antiquité, et plus particulièrement de Pythagore, et de son école, au VIe siècle avant notre ère. La légende raconte que Pythagore, passant devant l'atelier d'un forgeron, fut frappé par la consonance des sons produits par les marteaux frappant l'enclume. Intrigué, il aurait découvert que l'harmonie ne venait pas du hasard, mais de la simplicité des rapports mathématiques entre les poids des marteaux. Un marteau pesant 2 fois le poids d'un autre produisait un son à l'octave. Un rapport de 3 pour 2 créait une quinte juste. Un rapport de 4 pour 3, une quarte juste. C'était une révélation stupéfiante. L'harmonie musicale, cette chose qui nous touche si profondément, n'est rien d'autre qu'une affaire de nombres entiers simples. L'esthétique et les mathématiques étaient les deux faces d'une même pièce. Forts de cette découverte, les pythagoriciens firent un saut conceptuel audacieux. Si les lois de la musique sont si simples et si mathématiques, pourquoi l'ordre du cosmos, qui leur paraissait si parfait, ne suivrait-il pas les mêmes règles? Ils imaginèrent alors que chaque planète, en se déplaçant sur sa sphère de cristal, produisait une note. La vitesse et la distance de la planète déterminaient la hauteur de cette note. Toutes ces notes, jouées ensemble, créaient une symphonie céleste sublime et permanente, la musica universalis, ou l'harmonie des sphères. Nous ne l'entendions pas, disait-il, soit parce que nous y sommes habitués depuis notre naissance, soit parce qu'elle n'est perceptible que par l'âme. Cette idée, mélange de science, de musique et de mysticisme, a hanté la pensée occidentale pendant plus de 2000 ans. Platon, Ptolémée, Cicéron, Boès, tous l'ont reprise et embellie. Elle a traversé le Moyen-Âge devenant une métaphore de l'ordre divin. Mais personne ne l'a prise aussi au sérieux, aussi personnellement, et ne lui a consacré sa vie avec autant d'acharnement qu'un astronome allemand du début du XVIIe siècle. Johannes Kepler. Kepler est une figure fascinante. Un homme à la charnière de 2 mondes, il vivait à l'aube de la révolution scientifique, mais ses motivations étaient profondément mystiques. Il était un observateur rigoureux et un mathématicien de génie, mais il était aussi un luthérien fervent, persuadé que Dieu était avant tout un géomètre et que son œuvre, l'univers, devait refléter une harmonie parfaite. Son but n'était pas seulement de décrire le mouvement des planètes, mais de lire dans l'esprit de Dieu, de comprendre la beauté de son plan. Au début de sa carrière, Kepler travaillait encore dans le cadre du système de Copernic où les planètes tournent autour du Soleil. Mais une question le tourmentait. Pourquoi y a-t-il 6 planètes, les seules connues à l'époque, et pourquoi sont-elles à ces distances précises du Soleil? Il pensait avoir trouvé la réponse dans la géométrie en proposant un modèle où les orbites des planètes s'inscrivaient dans les 5 solides parfaits de Platon, le cube, le tétraèdre, etc., emboîtés les uns dans les autres. C'était un modèle d'une grande élégance, mais qui, il dut l'admettre, ne correspondait pas précisément aux observations. C'est alors qu'il hérita des données exceptionnellement précises de l'astronome danois Tycho Brahe sur l'orbite de Mars. Pendant des années, Kepler s'épuisa à faire coïncider ces données avec une orbite circulaire, le cercle étant considéré depuis l'Antiquité comme la forme parfaite et donc la seule digne des cieux. Rien ne fonctionnait. L'écart était infime, seulement 8 minutes d'arc, mais pour l'honnêteté intellectuelle de Kepler, c'était un gouffre. Dans un acte de courage scientifique extraordinaire, il abandonna 2 millénaires de dogmes. Il osa essayer d'autres formes, et il découvrit, au terme de calculs monstrueux, la vérité. Les planètes ne se déplacent pas en cercle, mais en ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Il découvrit aussi que leur vitesse varie, elles accélèrent lorsqu'elles sont proches du Soleil, périhélie, et ralentissent lorsqu'elles en sont éloignées, aphélie.
C'était une révolution. Le cosmos n'était plus la machine parfaite et régulière des Grecs. Il était plus étrange, plus complexe. Pour n'importe quel autre scientifique, l'histoire se serait arrêtée là, mais pas pour Kepler. Cette découverte, si elle le comblait en tant que physicien, le désespérait en tant que pythagoricien. Où était passée l'harmonie? Une ellipse lui semblait une forme imparfaite, une sorte de cercle souillé. C'est là que le fil invisible de notre chapitre se noue. Déçu par la géométrie statique des distances, Kepler décida de chercher l'harmonie ailleurs, dans la dynamique, dans les vitesses même des planètes. C'est le projet de son œuvre maîtresse, publiée en 1619, Harmonis Mundi, l'harmonie du monde. Il se posa la question suivante. Quel est le rapport entre la vitesse maximale d'une planète, à son périhélie, et sa vitesse minimale, à son aphélie? Il calcula ces rapports pour chaque planète. Pour Mars, c'était environ 3 sur 2. Pour la Terre, 16 sur 15. Pour Jupiter, 6e du 5e. Et son cœur a dû bondir. Ce n'étaient pas des chiffres aléatoires. C'étaient des intervalles musicaux. Le rapport de Mars, 3 sur 2, correspond à une quinte juste. Le rapport de la Terre, 14 quinzième, est une seconde mineure, un demi-ton. Le rapport de Jupiter, 6-5, est une tierce mineure. Saturne chantait une tierce majeure, 5 quarts. Mercure, avec sa grande excentricité, couvrait une dixième majeure, 5 deuxièmes. L'harmonie n'était pas morte, elle était simplement plus subtile. Elle ne résidait pas dans une note unique, mais dans la mélodie que chaque planète chante au cours de son orbite, en glissant de sa note la plus grave, lenteur, à sa note la plus aiguë, vitesse. Le cosmos n'était pas un accord statique, c'était un motet polyphonique. Kepler alla jusqu'à transcrire ces mélodies sur des portées, créant le véritable chant des sphères. Ce qui est extraordinaire, c'est que les rapports mathématiques qu'il a découverts dans les vitesses des planètes sont précisément les mêmes que ceux qui fondent tout le système tonal de la musique occidentale. La quinte, 3 deuxièmes, et la quarte, 4 tiers, ne sont pas juste des intervalles agréables. Ils sont, avec l'octave, 2 sur 1, les piliers structurels sur lesquels s'est construite la musique de Bach, de Mozart, de Beethoven. Ce sont les rapports qui engendrent la gamme, qui définissent la consonance et la dissonance, qui créent la tension et la résolution que nous ressentons physiquement en écoutant une symphonie. Kepler, en cherchant Dieu dans le ciel, avait mis le doigt sur la structure mathématique de l'émotion musicale. Le fil invisible, tendu depuis la forge de Pythagore, venait de relier la mécanique céleste la plus avancée de son temps au fondement de l'esthétique musicale. La loi qui fait qu'une planète accélère près de son soleil était de la même nature que celle qui fait qu'un accord nous semble juste et apaisant. Aujourd'hui, notre vision de l'univers est infiniment plus complexe. Nous savons que les orbites ne sont pas parfaitement elliptiques, que les planètes sont bien plus nombreuses et que le silence glacial de l'espace ne porte aucune musique. La quête de Kepler peut nous sembler naïve, un dernier soubresaut poétique avant l'avènement d'une science plus froide. Mais en nous moquant de sa mystique, nous passons peut-être à côté de l'essentiel. Sa croyance obsessionnelle en une harmonie cachée est ce qui lui a donné la force de briser les dogmes et de trouver les lois qui portent encore son nom. Et on ne peut s'empêcher de se demander, en écoutant le bruit de fond de notre monde moderne, si cette conviction qu'il existe une logique simple et belle sous la surface des choses n'est pas ce qui nous manque le plus. Chapitre 3. La révolution des données, statistiques, santé publique et l'invention du roman réaliste. Le cosmos de Kepler, malgré ses ellipses et ses vitesses variables, restait un lieu d'ordre, une horlogerie divine, composée d'une poignée de planètes dont les trajectoires, une fois comprises, devenaient prévisibles. C'était un système complexe, mais fini. 2 siècles plus tard, au début du XIXe siècle, l'humanité européenne se retrouvait face à une création d'une complexité d'un tout autre ordre, une création entièrement de sa main, la métropole industrielle. Londres, Paris, ces villes n'étaient plus des cités à l'échelle humaine. Elles devenaient des organismes monstrueux, tentaculaires, dont la croissance semblait échapper à tout contrôle. La révolution industrielle y déversait des centaines de milliers d'âmes, les entassant dans des quartiers insalubres, créant une promiscuité et une misère d'une ampleur inédite. Pour un observateur de l'époque, la ville était un chaos, un bruit incessant, un labyrinthe de rues boueuses, un tourbillon d'existences individuelles, de naissances, de crimes, de maladies et de morts qui semblaient frapper au hasard. Comment comprendre un tel système? Les anciens outils de la philosophie ou de la religion semblaient démunis. Pour percer les secrets de ce nouveau monstre, il fallait inventer un nouveau regard. Ce regard ne pouvait plus se contenter de l'individu. L'anecdote, l'histoire personnelle, si touchante soit-elle, se noyait dans la masse. Pour comprendre la foule, il fallait apprendre à ne plus voir les visages. Il fallait apprendre à compter. Le mot « statistique »
existait déjà, mais il désignait simplement la collecte de données pour le compte de l'État. Le mot vient de status, l'État. Compter les soldats, les récoltes, les impôts. C'était un outil de gestion, purement descriptif. La révolution s'est produite lorsqu'un savant belge, une sorte d'astronome du social du nom d'Adolphe Quetelet, eut une idée aussi simple que radicale. Et si le chaos n'était qu'une illusion d'optique? Et si, derrière l'imprévisibilité des comportements individuels, se cachèrent des lois aussi régulières que celles qui gouvernent les planètes? Quetelet était astronome de formation. Il était familier avec les méthodes utilisées pour calculer la trajectoire d'un corps céleste à partir d'une multitude d'observations imparfaites. En faisant la moyenne de ces mesures, les erreurs aléatoires s'annulent et une trajectoire probable se dessine. Il se posa la question: et si l'on appliquait cette méthode à l'humanité, en agrégeant les données de milliers d'individus, leur taille, leur poids, leur âge au mariage et même leurs crimes, ne pourrait-on pas annuler leurs erreurs individuelles, leur libre arbitre, leurs passions, pour révéler le comportement prévisible de l'ensemble? De cette idée naquit un concept qui allait changer le monde, l'homme moyen. L'homme moyen. Pour Quetelet, cet homme n'était pas une simple moyenne arithmétique, c'était le véritable centre de gravité du corps social. Un être abstrait dont les caractéristiques, il mesure 1,70 m, se marie à 26 ans, a 2,1 enfants, représentaient la norme vers laquelle toute la société tendait. Plus fascinant encore, Quetelet découvrit une régularité terrifiante dans les phénomènes les plus personnels. Le nombre de suicides chaque année était d'une constance effrayante. Le budget du crime, comme il l'appelait, semblait aussi fixe que les revenus de l'État. Il écrivait « C'est la société qui prépare le crime et le coupable n'est que l'instrument qui l'exécute ». C'était une vision du monde vertigineuse. L'individu, avec ses choix et sa volonté, était relégué au second plan. La véritable scène était occupée par des forces sociales, des lois statistiques, qui agissaient sur la population avec la même implacable nécessité que la gravité sur une pierre. La société n'était plus une collection d'individus, elle était un système, un corps social avec sa propre physiologie, ses propres maladies et des comportements qui pouvaient être mesurés et prédits. Cette nouvelle manière de voir, d'abord abstraite, allait trouver une application d'une puissance dramatique lors des grandes épidémies de choléra qui terrorisaient l'Europe. En 1854, le quartier de Soho à Londres fut frappé par une flambée d'une violence inouïe. En 10 jours, plus de 500 personnes moururent. La maladie était un mystère. On l'attribuait au miasme, une sorte de brouillard pestilentiel qui s'élevait des bas-fonds. La contagion semblait frapper au hasard, comme une punition divine. Un médecin du nom de John Snow refusa cette fatalité. Sceptique face à la théorie du miasme, il se mit à appliquer, sans le savoir peut-être, la méthode statistique. Il ne se contenta pas de soigner les mourants. Il enquêta. Il alla de maison en maison, interrogeant les familles, et marqua d'un point noir sur une carte du quartier l'adresse de chaque victime. Il créait une base de données visuelles. Peu à peu, le chaos apparent se mit à prendre forme. Les points de noir n'étaient au départ répartis au hasard. Ils formaient une sinistre constellation autour d'un point précis. Une pompe à eau publique sur Broad Street. Son enquête révéla des faits qui confirmèrent la tendance. Les ouvriers d'une brasserie voisine, qui ne buvaient que de la bière et pas l'eau de la pompe, étaient épargnés. Les détenus d'une prison du quartier, qui avait son propre puits, n'étaient pas touchés. L'indice le plus frappant fut celui d'une veuve décédée loin de Soho, qui s'était fait livrer chaque jour un tonneau d'eau de la pompe de Broad Street, dont elle appréciait le goût. La carte de Snow ne montrait pas une opinion, mais une corrélation statistique écrasante. Il persuada les autorités locales de retirer le manche de la pompe. L'épidémie cessa presque aussitôt. Snow venait de rendre visible un fil invisible. Il avait prouvé que le choléra n'était pas un miasme, mais un mal qui se transmettait par l'eau. Il avait transformé des milliers de tragédies individuelles en un seul fait statistique compréhensible et surtout actionnable. Or, que se passait-il à la même époque dans le monde de la littérature? Quel était le projet démesuré d'un Honoré de Balzac avec sa comédie humaine? C'était précisément de cartographier la société française, de ne plus raconter des histoires isolées, mais de montrer comment les destins individuels étaient broyés par des mécanismes plus grands. L'ambition parisienne, la rapacité de la finance, la rigidité des classes sociales. Balzac se voyait comme un docteur en médecine sociale, un naturaliste classifiant les espèces sociales, l'avare, l'ambitieux, la courtisane, pour en révéler les lois de fonctionnement. Émile Zola, quelques décennies plus tard, poussera cette logique à son paroxysme. Son projet, Les Rougon-Macquart, porte le sous-titre explicite de Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Zola se revendique du naturalisme. Il veut appliquer à la lettre la méthode scientifique au roman. Pour lui, le romancier est un opérateur,
un juge d'instruction du social. Il choisit un personnage avec son bagage héréditaire, sa fêlure originelle, et le plonge dans un milieu social déterminé, une mine dans Germinal, un grand magasin dans Au Bonheur des Dames, les bas-fonds de Paris dans l'Assommoir. Le roman devient alors une expérience contrôlée, montrer comment le milieu va inéluctablement déterminer le destin du personnage. Le fil invisible est là, éclatant. Le regard du statisticien et celui du romancier réaliste sont de même nature. Ils partagent la conviction que la vie humaine n'est pas le fruit du hasard ou du seul libre arbitre, mais le résultat de forces invisibles et mesurables. L'hérédité, le milieu social, la conjoncture économique. La description clinique par Zola des effets de l'alcoolisme sur les habitants d'un quartier pauvre est le pendant littéraire de la carte du choléra de John Snow. Les deux démarches cartographient la fatalité. Elles montrent comment l'environnement, qu'il s'agisse d'une pompe à eau contaminée ou d'un système économique impitoyable, produit mécaniquement ses victimes. L'homme moyen de Cutley, cet être abstrait régi par des lois statistiques, prend chair et âme dans les personnages de Zola, qui luttent et succombent, mus par des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Cette révolution du regard nous a légué des outils d'une puissance inouïe pour comprendre et améliorer le monde, de l'épidémiologie moderne à la sociologie. Mais elle nous a aussi habitués à nous voir nous-mêmes comme les éléments d'un ensemble, les points d'un graphique. Aujourd'hui, nous sommes devenus les personnages d'un roman naturaliste écrit par les algorithmes, qui analysent nos données pour prédire nos comportements avec une précision dont Zola n'aurait jamais osé rêver. En cherchant les lois qui nous gouvernent pour nous libérer de la fatalité, n'avons-nous pas, paradoxalement, construit la plus parfaite des cages déterministes ? Partie 2. La mécanique du changement. Chapitre 4. L'imprimerie de Gutenberg et la naissance du capitalisme. Dans le monde qui précède le milieu du XVe siècle, la connaissance est une chose physique, presque organique. Elle a le poids du parchemin et l'odeur de l'encre. Un livre est un objet unique, un trésor. Sa vie commence dans un scriptorium, l'atelier d'un monastère où un moine copiste passe des mois, parfois des années, penché sur un pupitre, traçant lettre après lettre, à la lueur d'une bougie. Chaque livre est une performance, une interprétation. L'écriture du copiste est sa signature. Ses fatigues et ses distractions deviennent les erreurs du texte, des mutations qui s'accumuleront à chaque nouvelle copie, comme un message qui se déforme en passant de bouche à oreille. Dans ce monde, l'information est lente, rare et surtout instable. Deux Bibles copiées à la main ne sont jamais parfaitement identiques. La connaissance ne peut pas être mise à l'échelle. Elle se diffuse à la vitesse de la main humaine. Cette limitation n'est pas qu'intellectuelle, elle est profondément économique. Le commerce, à cette époque, est majoritairement local. Il se fonde sur la parole donnée, la réputation, la confiance personnelle tissée au fil des interactions directes. Un contrat est un document unique, rédigé à la main, dont la validité dépend de la probité connue du scribe et des sceaux qui l'authentifient. Tenir un livre de compte est un art personnel. L'information commerciale, le prix des denrées, les taux d'intérêt, les nouvelles routes commerciales circulent par lettres à la vitesse d'un cheval ou d'un navire, et sa fiabilité est toujours sujette à caution. Le commerce au long cours entre des villes éloignées est une aventure risquée. Une affaire de réseaux familiaux et de confiance interpersonnelle, car il n'existe aucune infrastructure d'information fiable et standardisée. C'est dans ce monde lent et incertain qu'un orfèvre de Mayence, en Allemagne, du nom de Johannes Gutenberg, mène ses expériences. Son objectif est pragmatique, entrepreneurial. Il cherche un moyen de produire des textes plus rapidement et à moindre coût. Il n'est pas le premier à y penser. Les Chinois connaissaient déjà l'impression sur bois depuis des siècles. Mais sa solution, mise au point vers 1450, est une synthèse de génie. Elle combine 3 éléments. Une presse, adaptée des pressoirs à vin de sa région. Une encre grasse à base d'huile de lin qui adhère bien au métal. Et surtout, l'invention décisive. Des caractères mobiles en alliage de plomb, d'étain et d'antimoine. Le cœur de la révolution n'est pas tant la presse que la capacité à produire, grâce à un moule d'une grande précision, des centaines de A, de B, de C, qui sont, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, rigoureusement identiques. Une fois la page composée avec ces caractères, on peut en imprimer des milliers de copies qui ne sont pas des interprétations, mais des répliques exactes. C'est la naissance de ce que l'historien William Evans Jr. a appelé la déclaration picturale exactement reproductible. La possibilité de créer et de distribuer en masse des informations visuelles parfaitement standardisées. Le premier projet d'envergure de Gutenberg est sa fameuse Bible à 42 lignes. Cet acte inaugural a focalisé,
à juste titre, l'attention sur l'impact religieux de l'imprimerie. En permettant aux idées de Martin Luther de se répandre comme une traînée de poudre un demi-siècle plus tard, elle a sans conteste été le détonateur de la réforme protestante. Mais un fil invisible, moins spectaculaire mais peut-être encore plus structurel, relie directement l'atelier de Gutenberg non pas à l'église, mais au comptoir du marchand. Car si l'imprimerie pouvait reproduire la parole de Dieu, elle pouvait aussi reproduire quelque chose de bien plus profane et de tout aussi essentiel au monde qui naissait. Un contrat, un livre de compte, une lettre de change. Observons comment cette technologie de la répétition va, pièce par pièce, construire l'échafaudage du capitalisme naissant. D'abord, elle standardise les outils de la confiance. Un contrat de vente imprimé, avec ses clauses en caractères uniformes, est moins sujet à l'interprétation ou à la fraude qu'un document manuscrit. Les codes de loi, autrefois rares, et sujets aux variations des copistes, peuvent être imprimés et diffusés dans tout un royaume. Un marchand à Anvers et un autre à Venise peuvent désormais se référer à des textes de loi commerciale identiques, créant un espace juridique stable et prévisible, essentiel pour investir et prendre des risques. Ensuite, l'imprimerie standardise le langage des affaires. En 1494, le moine et mathématicien Luca Pacioli publie à Venise sa Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Cet ouvrage contient un chapitre de 27 pages qui n'est autre que le premier manuel pratique de comptabilité en partie double. Grâce à l'imprimerie, cette méthode comptable révolutionnaire, qui permet de suivre avec rigueur les crédits et les débits, se diffuse dans toute l'Europe. Pour la première fois, les marchands partagent une grammaire financière commune, leur permettant de comprendre la santé de leurs entreprises, de calculer les profits et de présenter des bilans clairs à de potentiels investisseurs. Le capital peut commencer à circuler sur la base d'informations fiables et non plus sur la seule intuition. L'imprimerie accélère également les instruments financiers. Les lettres de change, qui permettent à un marchand de déposer de l'or dans une ville et de retirer la somme dans une autre sans transporter physiquement le métal précieux, peuvent être préimprimées, les rendant plus sûrs et plus rapides à utiliser. Des tableaux de conversion de monnaie ou de calcul d'intérêt, autrefois des secrets d'initiés, sont imprimés et vendus, démocratisant l'accès à l'information financière. Enfin, elle crée des marchés plus transparents. La distribution de listes de prix standardisées pour les marchandises comme le poivre, la laine ou le blé permet aux producteurs et aux acheteurs de toute l'Europe de connaître les cours. Le commerce quitte l'ère de l'information locale et du marchandage pour entrer dans celle d'un marché plus intégré, où les prix sont fixés par une offre et une demande mieux informée. Le fil invisible qui relie Gutenberg à l'essor du capitalisme est donc celui de la confiance dépersonnalisée. Avant lui, la confiance était personnelle, incarnée dans la réputation d'un homme ou la signature d'un scribe. Après lui, la confiance peut être placée dans un document impersonnel, reproductible et vérifiable. Le capitalisme, pour s'épanouir, a besoin de pouvoir opérer à grande échelle, entre des inconnus, sur de vastes distances et sur la base de règles claires et prévisibles. Il a besoin d'un système nerveux capable de transmettre une information fiable et standardisée. La main du copiste était un goulot d'étranglement. L'imprimerie a fait sauter ce verrou. Cette technologie n'a pas créé le capitalisme, mais elle lui a fourni l'infrastructure informationnelle sans laquelle il n'aurait jamais pu dépasser le stade du commerce local. Elle a transformé l'information, cette chose autrefois fluide et unique, en une marchandise, la première marchandise de l'ère moderne. Et ce mécanisme est toujours à l'œuvre. Des siècles plus tard, la machine à écrire, puis le photocopieur, ont continué à standardiser et à accélérer la bureaucratie qui soutient nos économies. Aujourd'hui, les protocoles informatiques qui régissent nos transactions financières en ligne ou la technologie de la blockchain ne sont que les lointains descendants de l'invention de Gutenberg. Ils sont, à leur manière, des technologies de production de confiance standardisées à grande échelle. L'invention de Mayence a remplacé la main faillible du scribe par la certitude froide du caractère en plomb. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander, alors que nos contrats deviennent des lignes de code s'exécutant d'elles-mêmes, quelle nouvelle forme de confiance et quelle nouvelle économie nous sommes en train de fondre dans le silicium de notre époque. Parfait. Le fil que nous suivons, celui de la standardisation, nous a mené de la page imprimée au livre de compte. Il va maintenant quitter le bureau du marchand pour s'emparer de quelque chose de bien plus fondamental, la trame même de notre existence, le temps. Une nouvelle machine, faite de fer et de vapeur, va non seulement compresser l'espace, mais aussi briser et reforger notre perception de chaque heure qui passe. Chapitre 5. Le chemin de fer, la standardisation du temps, et l'impressionnisme.
Pendant des millénaires, la vitesse humaine a eu un plafond. C'était la vitesse du cheval au galop, un messager, une armée, une idée. Rien ne pouvait durablement dépasser cette limite. Cette constance a façonné notre rapport au monde. Les paysages se déroulaient lentement. Les distances avaient un poids, une réalité physique. Voyager de Paris à Marseille n'était pas une simple formalité, c'était une épreuve de plusieurs semaines, un voyage qui vous transformait. Dans ce monde au rythme du pas, le temps lui-même était une chose locale, presque artisanale. Chaque ville, chaque village vivait sur son propre temps, réglé par le soleil. Midi, c'était l'instant où le soleil atteignait son zénith ici, au-dessus de ce clocher, de cette place de marché. Quand il était midi à Paris, il était environ midi moins 5 minutes à Brest et midi plus 4 minutes à Strasbourg. Ce décalage n'avait aucune importance. Qui s'en serait soucié? Le temps de trajet entre ces villes était si long que ces quelques minutes de différence étaient une goutte d'eau dans l'océan du voyage. Le temps était une expérience naturelle, cyclique, dictée par la course d'un astre et le son d'une cloche. Puis, au début du XIXe siècle, un monstre de fer et de feu fit son apparition dans les paysages anglais, la locomotive à vapeur. Sa première apparition fut un choc sensoriel. Le sifflement strident, le panache de fumée noire, la force brute et la vitesse inouïe, 30, 40, puis bientôt 80 km/h, étaient une rupture radicale avec tout ce que l'humanité avait connu. Le chemin de fer n'était pas juste un cheval plus rapide, c'était une force quasi surnaturelle qui annihilait l'espace et le temps, comme l'écrivaient les commentateurs stupéfaits de l'époque. Mais en résolvant un problème, celui de la distance, cette nouvelle technologie en créa un autre totalement inattendu, un véritable chaos horaire. Imaginons la situation pour une des premières de compagnies ferroviaires anglaises. Un train part de Londres à 10 heures, heure de Londres. Il doit arriver à Bristol, 180 km plus à l'ouest. Bristol, étant plus à l'ouest, a son propre midi solaire, environ 10 minutes plus tard que celui de Londres. Pour un horloger de Bristol, quand il est 10 heures à Londres, il n'est que 9h50 chez lui. Alors, à quelle heure le train est-il censé arriver? Comment le chef de gare de Bristol peut-il savoir s'il est à l'heure? Comment éviter qu'un autre train, partant de Bristol à son heure locale, ne se retrouve sur la même voie? Ce qui n'était qu'une charmante anecdote devint un cauchemar logistique et un danger mortel. La multiplication des lignes créa une cacophonie d'heures locales. Les gares affichaient parfois 2 ou 3 horloges, celle de l'heure locale et celle de l'heure du chemin de fer. Ce fut intenable. Les compagnies ferroviaires, par pure nécessité pratique, devinrent les premiers grands unificateurs du temps. Elles imposèrent ce qu'on appela la Railway Time. La Great Western Railway, par exemple, décréta que toutes ces gares, tous ces conducteurs, tous ces horaires seraient réglés sur l'heure de l'observatoire de Greenwich, à Londres. Le clocher du village perdit sa souveraineté. L'autorité suprême, celle qui dictait le temps, était désormais l'horloge de la gare. Ce qui s'est produit à l'échelle d'un pays s'est ensuite répété à l'échelle du globe. Avec le développement des bateaux à vapeur et du télégraphe, le monde se contractait. Avoir des dizaines d'heures nationales devint aussi chaotique que les anciennes heures locales. En 1884, lors de la conférence internationale du Méridien à Washington, 25 nations prirent une décision d'une portée immense. Le globe fut officiellement découpé en 24 fuseaux horaires. Le point de départ, le méridien 0, fut fixé à Greenwich. Consacrant la domination britannique de l'époque, le temps n'était plus une expérience, c'était une grille de calcul. Il fut définitivement abstrait de sa source naturelle, le soleil, pour être rattaché à une ligne invisible tracée sur une carte. Le monde entier se synchronisait sur une seule et même pulsation mécanique. Quel est le rapport entre cette rationalisation implacable du temps et un coucher de soleil peint par Claude Monet? Le fil invisible est ici une question de perception. Transportons-nous dans le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est la capitale de la modernité, une ville transformée par les grands boulevards de Haussmann où la circulation est dense et rapide. C'est surtout le cœur névralgique du réseau de chemins de fer français. C'est dans ce monde en pleine accélération que vivent et travaillent les peintres que l'on appellera bientôt les impressionnistes. Monet, Pissarro, Renoir, Degas. Que peignent-ils? Ils tournent le dos aux grands sujets historiques et mythologiques de la peinture académique. Ils peignent ce qu'ils voient, la vie moderne. Les boulevards encombrés, les danseuses de l'opéra, les déjeuners sur l'herbe et surtout les gares. La série de la gare Saint-Lazare de Monet est un manifeste. Il ne peint pas un bâtiment, il peint un carrefour de modernité. La vapeur des locomotives qui se mêle aux nuages, la structure métallique de la verrière, l'agitation des voyageurs. Il peint le temple de cette nouvelle vitesse qui change le monde. Plus important encore, comment peignent-ils? Ils rompent radicalement avec la tradition du tableau fini, léché
où chaque détail est rendu avec une précision d'orfèvre. Leur touche est rapide, visible, fragmentée. Ils juxtaposent des couleurs pures. Ils travaillent vite, souvent en plein air, pour saisir ce qu'ils appellent l'impression. L'effet fugace de la lumière sur un paysage à un instant précis. La série des cathédrales de Rouen de Monet est l'exemple le plus extrême. Il peint le même bâtiment des dizaines de fois, à différentes heures du jour, sous différentes conditions météo. Le sujet n'est plus la cathédrale, mais l'instant. Le but n'est plus de peindre l'éternité de la pierre, mais la fugacité de la perception. Le lien est là. Dans un monde désormais gouverné par le temps abstrait, linéaire et implacable de l'horloge et du chemin de fer, un temps qui découpe la journée en tranches égales et pousse à l'efficacité, la perception du moment présent change de nature. L'instant devient une chose précieuse, fragile, constamment menacée de disparaître dans la course en avant. La frénésie des impressionnistes, à vouloir capturer sur la toile une lumière qui va s'éteindre, un reflet sur l'eau qui va s'évanouir, est la réponse poétique et désespérée à un monde qui n'a plus le temps. La vision floue d'un paysage de Pissarro est la vision d'un monde entrevu depuis la fenêtre d'un train en marche. La touche rapide de Monet est celle d'un homme qui sait que l'horloge tourne et que l'instant suivant ne sera plus jamais le même. Il ne peigne pas des choses, il peigne la vitesse à laquelle les choses leur échappent. Le chemin de fer n'a pas causé l'impressionnisme, mais il a créé les conditions de perception. Un monde accéléré, un temps standardisé, une conscience aiguë de la fugacité qui ont rendu ce mouvement artistique non seulement possible, mais nécessaire. Le même mécanisme qui a synchronisé les horloges du monde a poussé les peintres à se battre pour sauver la beauté de l'instant non synchronisé. Aujourd'hui, nous vivons dans une version extrême du monde que le chemin de fer a inauguré. Notre temps n'est plus seulement synchronisé à la minute, mais à la nanoseconde par les réseaux informatiques mondiaux. Nos vies sont une succession de notifications, de rendez-vous calendaires, de flux d'informations qui défilent sans fin. En réponse, nous sommes devenus nous-mêmes des impressionnistes frénétiques, utilisant nos smartphones pour capturer des milliards d'instantanés de nos vies, des stories éphémères qui tentent de fixer un présent qui nous glisse plus que jamais entre les doigts. Mais en cherchant à capturer chaque instant, ne risquons-nous pas, comme ces voyageurs fascinés par la vitesse de leur train, de ne plus vivre pleinement aucun d'entre eux? Chapitre 6. Le télégraphe, la fin de la distance et la structure narrative du cinéma. Pendant la quasi-totalité de son histoire, l'humanité a vécu dans un monde régi par une loi d'airain. L'information se déplace à la vitesse de son porteur. Une nouvelle, une idée, un ordre, une déclaration d'amour, tout cela était physique. C'était une tablette d'argile, un papyrus scellé, un parchemin porté par un messager à cheval, une lettre dans la sacoche d'une diligence, un journal dans la soute d'un bateau à vapeur. La communication et le transport étaient les deux faces d'une même pièce. Cette contrainte a profondément modelé notre perception du monde. L'espace créait une séparation quasi absolue. Un événement qui se produisait à Delhi n'entrait dans la conscience d'un habitant de Londres que des semaines, voire des mois plus tard. Le présent était une expérience strictement locale. Le monde était une mosaïque de réalités temporelles décalées, un archipel de maintenant qui ne se rencontrait en jamais. Savoir ce qui se passait pendant ce temps, ailleurs, était le privilège des dieux et des souverains. Et même pour eux, ce pendant ce temps était déjà du passé. Puis, au milieu du XIXe siècle, les fils de fer commencèrent à courir le long des voies ferrées, à traverser les plaines et bientôt à tapisser le fond des océans. À l'intérieur de ces fils, une force invisible et quasi instantanée pouvait porter un message. Le 24 mai 1844, Samuel Morse envoya le premier message télégraphique officiel entre Washington D.C. et Baltimore. Les mots, tirés de la Bible, étaient empreints de la stupeur quasi religieuse qui saisit ses contemporains. What hath God wrought? Ce que Dieu a fait, ce n'était pas une simple amélioration, c'était une rupture ontologique. Le message était arrivé plus vite que le son, plus vite que le train le plus rapide, plus vite même que le soleil dans sa course. Pour la première fois, la communication était désincarnée, elle n'avait plus de poids. Elle était devenue une pure information, un frémissement électrique dans un fil. Des expressions comme « l'annihilation de l'espace et du temps » rempliront les journaux. Un banquier à Paris pouvait réagir à une fluctuation de la bourse de New York dans la même journée. Un général sur le champ de bataille pouvait recevoir des ordres du gouvernement à des centaines de kilomètres de là. Le monde, pour la première fois, commençait à partager un système nerveux commun, et donc un présent commun. Cette révolution a transformé la nature même de l'information.
Les journaux, qui recevaient désormais un flux constant de dépêches du monde entier, ont changé de visage. La nouvelle télégraphique était concise, factuelle, urgente. Le style d'écriture en pyramide inversée, l'information la plus importante en premier, les détails ensuite, fut inventé par les correspondants de la guerre de sécession, au cas où la ligne serait coupée en pleine transmission. La une d'un grand quotidien devint une mosaïque de titres sans lien apparent. Crash boursier à Londres, bataille en Crimée, incendie à Chicago. Le lecteur était mentalement obligé de sauter d'un point du globe à un autre, de tenir dans son esprit une multitude d'événements se déroulant simultanément, mais dans des lieux radicalement différents. Une nouvelle conscience globale était en train de naître, une conscience pendant ce temps. Quelques décennies plus tard, une autre invention magique voit le jour, le cinématographe. Mais ses débuts se sont narrativement très primitifs. Les premiers films, ceux des frères Lumière ou de Georges Méliès, sont des tableaux vivants. La caméra est posée sur un trépied, comme un spectateur au premier rang d'un théâtre. Elle filme une seule scène, en un seul plan, du début à la fin. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Le temps et l'espace du film sont unifiés, continus. Quand les réalisateurs ont voulu raconter des histoires plus complexes, ils se sont heurtés à un mur. Comment montrer deux actions qui se passent en même temps? La solution initiale était théâtrale et terriblement lente. On montrait la première scène dans son intégralité, par exemple, des bandits préparant une attaque, fondus au noir, apparition d'un carton. Pendant ce temps, le shérif est alerté. Puis on montrait la seconde scène dans son intégralité, le shérif scellant son cheval. La tension était nulle, le langage du cinéma était encore prisonnier de la logique séquentielle du monde d'avant le télégraphe. Le fil invisible va se nouer dans l'esprit d'un réalisateur américain, D.W. Griffith. Plus que tout autre, il comprit que le cinéma pouvait développer sa propre grammaire, libérée du théâtre. Il n'a pas inventé le montage, mais il l'a transformé en un art d'une puissance psychologique inouïe. Son innovation majeure fut la systématisation et la dramatisation du montage parallèle, ou cross-cutting. Le principe est simple, mais ses implications sont immenses. Dans une de ces fameuses scènes de sauvetage à la dernière minute, Griffith ne nous montre plus les scènes les unes après les autres. Il les entrelace. On voit la jeune femme attachée sur la voie ferrée par le bandit, scène A. Coupe. On voit le héros sur son cheval galopant à toute allure pour la sauver. Scène B. Coupe. Retour sur la jeune femme, le train approche au loin, A. Coupe, retour sur le héros qui fouette sa monture, B. Coupe, le train est à quelques mètres, A. Coupe, le héros saute sur la voie, B. À chaque coupe, le rythme s'accélère, le cœur du spectateur aussi. Griffith ne se contente pas de nous dire que les deux événements se passent en même temps. Il nous le fait ressentir. Il nous oblige à construire mentalement un espace-temps unifié à partir de fragments discontinus. Il nous force à penser pendant ce temps. Le montage parallèle de Griffith est la traduction cinématographique exacte de la conscience télégraphique. La structure de sa narration mime la manière dont un lecteur de journal de 1900 recevait l'information du monde. Une série de flashs urgents et simultanés en provenance de lieux distants, dont la juxtaposition créait le drame. Griffith a compris le nouveau rythme du monde moderne et l'a injecté directement dans la pellicule. Il a, en quelque sorte, appris au cerveau de ses spectateurs à voir le monde comme un téléscripteur le présentait. Cette grammaire est devenue le langage par défaut de tout notre univers audiovisuel. Un film d'action, une série télévisée qui jongle entre plusieurs intrigues, une émission d'information qui passe d'un duplex à un autre, tous sont les héritiers directs de la révolution cognitive du télégraphe, formalisée par Griffith. Pendant ce temps, est devenu si naturel que nous ne le remarquons même plus. Aujourd'hui, nous vivons dans l'apothéose de ce monde fragmenté. Le télégraphe a été remplacé par Internet, un système nerveux planétaire d'une complexité infinie. Nos écrans sont des scènes de montage permanents. Nous suivons un live tweet d'un événement politique tout en répondant à un message sur WhatsApp et en gardant un œil sur une visioconférence. Notre conscience est constamment sollicitée par des flux parallèles qui nous parviennent de milliers de lieux différents. Griffith nous a appris à suivre deux histoires en même temps pour créer du suspense. Nos vies numériques nous obligent à en suivre des centaines, en devenant des experts absolus de tout ce qui se passe. Pendant ce temps, ailleurs, ne risquons-nous pas de ne plus jamais être capables d'habiter pleinement la seule scène qui compte vraiment, celle de l'ici et maintenant? Partie 3. Le rythme de l'existence. Chapitre 7. Le blues du Delta, la grande migration et l'urbanisation du XXe siècle. Il faut imaginer une terre plate et fertile, écrasée de chaleur et d'humidité, cernée par deux fleuves, le Mississippi et le Yazoo. C'est le delta du Mississippi après la guerre de sécession.
L'esclavage a été aboli, mais il a été remplacé par un autre système de servitude économique, le métaillage, sharecropping. Des milliers de familles afro-américaines se retrouvent piégées sur cette terre, travaillant des champs de coton qui ne leur appartiennent pas pour des propriétaires blancs qui les maintiennent dans un cycle de dette sans fin. C'est un monde d'une dureté implacable, régi par le labeur harassant, la pauvreté endémique et la violence raciale du système Jim Crow. C'est sur cette terre, dans cette atmosphère de désespoir et de résilience, qu'une nouvelle musique va naître, le blues. Au tournant du XXe siècle, on commence à entendre, sur le porche des cabanes en bois ou dans les juke-joints du samedi soir, le son d'un homme seul avec sa guitare. C'est un son brut, dépouillé. La voix est à la fois plaintive et puissante. La guitare, souvent jouée avec un goulot de bouteille, bottleneck, pour la faire glisser sur les cordes, semble gémir et pleurer. La structure même de cette musique raconte l'histoire de son environnement. Les paroles suivent souvent un schéma A et B. Une première ligne énonce un problème. Woke up this morning, blues falling down like rain. Une deuxième ligne le répète, comme pour insister sur le poids de la fatalité. Yes, I woke up this morning, blues falling down like rain. Et une troisième ligne offre une conclusion. Une chute, une lueur de résilience ou d'ironie. Et le soleil brille, mais il brille dans mon visage en vain. C'est une musique de la première personne, un témoignage. Les thèmes sont ceux du quotidien. Un champ inondé, un contremaître cruel, la maladie, la trahison amoureuse. Et au milieu de tout cela, un symbole puissant traverse le blues du delta, comme une promesse et une échappatoire. Le train. Le bruit du train qui passe au loin, c'est le son d'un ailleurs possible, la promesse d'une fuite loin de l'oppression de la terre. Pendant des décennies, cette musique reste confinée à son lieu de naissance. C'est un folklore local, la bande-son d'un monde rural et immuable. Mais à partir de 1916, des forces économiques colossales vont mettre ce monde en mouvement. C'est le début de ce que les historiens appellent la Grande Migration. Le mouvement fut déclenché par une double aspiration. D'un côté, une poussée qui rendait la vie dans le sud insupportable, la mécanisation de l'agriculture qui rendait de nombreux travailleurs inutiles, l'infestation des cultures de coton par le charançon du cotonnier et la violence raciale omniprésente. De l'autre, un appel puissant venu du Nord. L'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale avait créé une demande massive de main-d'œuvre dans les usines d'armement, les aciéries et les abattoirs de villes comme Chicago, Détroit ou Cleveland, une demande d'autant plus forte que l'immigration européenne s'était tarie. Des journaux comme le Chicago Defender, lus clandestinement dans le Sud, publiaient les horaires des trains et des offres d'emploi, promettant des salaires plus élevés et une vie de dignité. Ce fut le début d'un exode qui allait durer un demi-siècle et transformer le visage de l'Amérique. Des millions d'Afro-Américains prirent le train, suivant des routes de migration précises. Pour ceux du Delta, la route principale était celle de l'Illinois Central Railroad, une ligne de fer qui remontait tout droit vers le nord, avec pour terminus la ville du vent, Chicago. Et avec ces millions de gens, la musique a voyagé. Le blues a fait ses bagages. Un homme comme McKinley Morganfield, plus connu sous le nom de Muddy Waters, a grandi dans une plantation du Mississippi, en jouant du blues acoustique dans le plus pur style du Delta. En 1943, il prend le train pour Chicago. Là-bas, il découvre un monde radicalement différent. L'espace ouvert du champ de coton est remplacé par la densité des immeubles en briques du South Side. Le silence relatif de la campagne est remplacé par le vacarme des usines, du métro aérien et de la foule. Quand Muddy Waters et ses pairs essayent de jouer leur musique dans les bars et les clubs bruyants de la ville, un problème fondamental se pose. Leur guitare acoustique, parfaite pour un porche ou une petite salle, est totalement inaudible. Leur art, leur moyen d'expression et de subsistance est en train d'être noyé par le son de la ville industrielle. La solution, là encore, fut technologique. C'était l'amplificateur et la guitare électrique. Ce n'était pas, au départ, un choix esthétique, mais une nécessité acoustique. Pour survivre, le blues devait monter le volume. Et en montant le volume, il a changé de nature. Le son est devenu plus lourd, plus saturé, plus agressif. La plainte solitaire de la guitare slide acoustique s'est transformée en un riff puissant et électrique. La formation musicale a également changé. Le bluesman seul a été remplacé par un groupe, un band. Muddy Waters s'est entouré d'une section rythmique, basse et batterie, pour donner un battement de cœur puissant, un beat implacable à sa musique, et d'un harmoniciste qui, lui aussi, jouait dans un microphone pour amplifier son son jusqu'à la distorsion. C'était un son fait pour dominer le bruit, pour faire danser une foule compacte et transpirante. Les thèmes aussi ont évolué. Si les histoires de cœur et de peine restaient, elles se déroulaient dans un nouveau décor. Les paroles parlaient de trouver un travail, de payer le loyer, de l'anonymat et des dangers de la grande ville.
Le blues avait troqué ses habits de travail en coton contre un costume de ville. Il était devenu le Chicago Blues. Le fil invisible est là, assourdissant, l'évolution du Delta Blues acoustique au Chicago Blues électrique est le journal sonore de la Grande Migration. C'est la chronique d'une transition économique fondamentale. Le passage d'une société agraire et quasi féodale à une société urbaine et industrielle. Le changement de décibels, de rythme et d'instrumentation n'est pas un caprice d'artiste. C'est le son même de l'adaptation d'un peuple à un nouvel environnement économique et social. On peut lire des livres de sociologie sur ce grand bouleversement, mais on peut aussi, tout simplement, écouter un disque de Son House, Delta, puis un disque de Muddy Waters, Chicago. L'histoire y est si gravée, dans le grain même du son. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Ce son lourd, puissant et électrifié, né de la rencontre entre la plainte des champs de coton et le bruit des usines du Nord, allait devenir, une décennie plus tard, la pierre angulaire d'une révolution musicale mondiale. Des jeunes musiciens blancs, comme Elvis Presley, puis plus tard des jeunes Anglais, comme les Rolling Stones ou Eric Clapton, entendirent cette énergie brute et la réinterprétèrent. Le rock and roll n'est rien d'autre, à son origine, que du Chicago Blues joué plus vite, et avec une nouvelle attitude. La musique qui avait donné une voix à la souffrance des métayers du Mississippi, une fois passée par le creuset industriel de Chicago, est devenue la bande-son de la rébellion de la jeunesse du monde entier. Aujourd'hui, les migrations continuent de façonner notre monde, poussées par les mêmes forces économiques. Des gens se déplacent des campagnes vers les mégalopoles, d'un pays à l'autre, emportant avec eux leur rythme et leur mélodie. Et en arrivant, leur musique se confronte, se métisse, se transforme pour s'adapter à son nouvel environnement. En écoutant attentivement la musique de nos villes globales, ne peut-on pas entendre, comme dans le blues de Chicago, le son même de ces transitions, la bande originale poignante de notre monde en perpétuel mouvement ? Chapitre 8. Le minimalisme américain et l'ère de l'optimisation et de la production de masse. La musique que le blues de Chicago a engendrée, le rock and roll, était une musique chaude. Elle était chargée d'émotions brutes, de désir, de rébellion et d'individualité. C'était le son du corps, de la sueur et du cri. Cette chaleur était le reflet d'une Amérique encore en pleine mutation, pleine de friction et de passion. Mais pendant que le rock and roll déferlait sur le monde, une toute autre esthétique, d'une froideur presque polaire, émergeait des lofts et des galeries de New York. Une esthétique qui semblait rejeter l'émotion, l'individu et l'anecdote pour ne célébrer qu'une seule chose, le système. Pour comprendre cette nouvelle forme d'art, il faut d'abord se représenter l'Amérique des années 1950 et 1960. C'est une nation au sommet de sa puissance industrielle et de sa confiance en elle. La Seconde Guerre mondiale a fait de ces usines le moteur du monde. C'est l'âge d'or de la production de masse, du fordisme triomphant, de la consommation de masse. La logique qui domine n'est plus celle de l'artisan, mais celle de l'ingénieur et du manager. Les maîtres mots sont efficacité, optimisation, standardisation, système. Que ce soit pour construire une voiture sur une chaîne de montage, organiser la logistique d'une multinationale ou planifier le développement d'une banlieue pavillonnaire, la croyance fondamentale est que tout problème peut être résolu par la mise en place d'un système rationnel et impersonnel. C'est la culture de l'homme-organisation, célébrant la fonction et la place dans l'organigramme plutôt que l'individualité exubérante. Dans le monde de l'art, la décennie précédente avait été dominée par l'exact opposé de cet esprit. L'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock ou de Willem de Kooning était un art de l'héroïsme individuel. La toile était une arène où l'artiste menait un combat existentiel, laissant les traces de sa lutte sous forme de coulures de peinture, de coups de brosse violents, d'éclaboussures. Chaque tableau était un psychodrame, une confession. C'est précisément contre cet art chaud et torturé qu'une nouvelle génération d'artistes va se rebeller au début des années 60. Des artistes comme Donald Judd, Frank Stella, Carl André ou Dan Flavin regardent les toiles des expressionnistes abstraits et n'y voient que du chaos, du sentimentalisme et un culte de la personnalité qui leur semble dépassé. Leur réponse sera d'une radicalité absolue. Ils vont décider de purger l'art de tout ce qui n'est pas l'art lui-même. Plus de psychologie, plus de métaphores, plus d'histoire, et surtout, plus de traces de la main de l'artiste. Leurs œuvres sont déconcertantes. Donald Judd se met à produire des objets spécifiques. Ce ne sont ni des peintures, ni des sculptures au sens traditionnel. Ce sont des formes géométriques simples, des boîtes, des parallélépipèdes fabriqués avec des matériaux industriels. Aluminium anodisé, cuivre, plexiglas, contreplaqué. Ces fameuses stacks sont des séries de boîtes identiques installées au mur à des intervalles calculés mathématiquement. L'œuvre n'a pas de sens caché.
Elle est ce qu'elle est, une série de formes, de couleurs et de matériaux dans un espace. Carl André pose des plaques de métal ou des briques réfractaires directement sur le sol de la galerie, formant un tapis ou une grille. L'art n'est plus sur un piédestal, il fait partie de notre espace. Dan Flavin compose ses œuvres avec des néons fluorescents standards, du même type que ceux qui éclairent les supermarchés. Le credo de ce mouvement, le minimalisme, fut résumé par le peintre Frank Stella. Ce que vous voyez est ce que vous voyez. L'art doit être autosuffisant, il ne doit renvoyer à rien d'autre qu'à lui-même. C'est le rejet total de l'illusion. Le fil invisible qui relie ces œuvres austères à la société de production de masse est tissé dans la matière même et dans la méthode de leur fabrication. Pourquoi ces artistes choisissent-ils le contreplaqué et l'aluminium plutôt que le marbre et le bronze? Parce que ce sont les matériaux honnêtes et anonymes de leur époque, ceux des usines, des bureaux et des maisons préfabriquées. Plus révélateur encore, Judd ne fabriquait souvent pas ses œuvres lui-même. Il envoyait des plans et des schémas techniques à des ateliers industriels qui les exécutaient pour lui. Avec la précision de la machine, l'artiste n'est plus un artisan qui modèle la matière avec ses mains, il devient un designer, un manager qui conçoit un système et en supervise la production. Le processus de création artistique se calque sur celui de la production industrielle. Cette logique systémique trouve son écho le plus parfait dans la musique. Au même moment, des compositeurs comme Steve Reich et Philip Glass inventent ce qu'on appellera la musique minimaliste ou répétitive. Ils rejettent la complexité et le drame de la musique sérielle d'après-guerre. Leur musique était construite sur la répétition de courts motifs musicaux qui évoluent très lentement, selon un processus logique et audible. Écouter une pièce comme Music for 18 musiciens de Reich, c'est comme observer un système complexe et fascinant se déployer dans le temps. Ce n'est pas l'expression d'un sentiment, c'est la mise en œuvre d'un processus. La musique n'est plus une histoire, c'est une machine. L'architecture offre le troisième pilier de cette révolution esthétique. L'architecte Mies van der Rohe, avec sa célèbre formule « less is more », moins c'est plus, a créé le prototype du bâtiment moderne. Le gratte-ciel en verre et en acier, comme le Seagram Building à New York. C'est une structure basée sur une grille modulaire, une répétition d'éléments standardisés, une façade qui ne révèle rien de l'intérieur mais reflète le monde extérieur. C'est l'incarnation parfaite d'un système rationnel et impersonnel, et ce n'est pas un hasard si ce style est devenu l'uniforme de la grande entreprise partout dans le monde. Le fil est là, lumineux comme un néon de Dan Flavin. L'esthétique minimaliste est le reflet direct, la sublimation culturelle de la logique économique et industrielle de l'Amérique de l'après-guerre. L'obsession de l'ingénieur pour l'optimisation des systèmes, la foi du manager dans l'organigramme et les process, la réalité de la chaîne de montage qui produit des milliers d'objets identiques, tout cela trouve sa contrepartie esthétique dans l'art minimaliste. La galerie d'art se met à ressembler à l'usine, la salle de concert au laboratoire et l'immeuble de bureau à une sculpture de Judd à l'échelle d'une ville. Le minimalisme, c'est l'art d'une société qui croit que la vérité ne se trouve pas dans l'âme tourmentée d'un individu, mais dans le fonctionnement parfait et impersonnel d'un système. L'héritage de cette esthétique est aujourd'hui omniprésent, à tel point que nous ne le voyons plus. Le design épuré, modulaire, fonctionnel et anonyme a triomphé. Il suffit d'entrer dans un magasin Apple pour comprendre. L'espace est un cube de verre et de métal. Les produits, des objets minimalistes aux finitions parfaites, sont alignés sur des tables en bois clair avec une précision mathématique. L'interface de nos smartphones est une grille d'icônes, un système modulaire et rationnel. Le design de nos applications, de nos sites web, de nos meubles en kit, tout a été façonné par cette révolution du moins. Les minimalistes ont vidé l'art de son contenu anecdotique pour nous forcer à regarder la structure, le système. Leur esthétique est devenue le langage par défaut des géants de la technologie qui organisent nos vies numériques. Et en évoluant au quotidien dans ces interfaces si pures, si efficaces et si optimisées, conçues pour éliminer toute friction, on est en droit de se demander quel est l'espace que nous laissons à l'imperfection, au hasard et au désordre, qui sont pourtant si souvent le propre de la condition humaine. Chapitre 9. Le punk rock, la crise économique des années 70, et le mouvement DIY, Do It Yourself. Le monde ordonné, propre et efficace qu'exprimait l'art minimaliste était le reflet du triomphe de l'économie de l'après-guerre. C'était un monde qui croyait en une croissance infinie, en l'amélioration continue, en un avenir prévisible et gérable. Mais au début des années 1970, cette belle mécanique a commencé à tousser, puis à se briser. Le premier choc pétrolier de 1973 a mis fin à 3 décennies d'énergie bon marché, déclenchant une crise économique d'un genre nouveau, la stagflation,
un mélange toxique de stagnation économique et d'inflation galopante. L'optimisme a laissé place à un sentiment de malaise profond. En Grande-Bretagne, l'hiver 1978-1979 sera surnommé l'hiver du mécontentement, Winter of Discontent. Une période marquée par des grèves massives qui paralysaient le pays. Les ordures s'entassaient dans les rues de Londres. À New York, la ville était au bord de la faillite, les services publics s'effondraient, le Bronx était en feu et le taux de criminalité explosait. Pour une grande partie de la jeunesse de la classe ouvrière, l'avenir, cette promesse qui avait nourri leurs parents, n'existait tout simplement plus. Les usines fermaient, le chômage des jeunes atteignait des sommets. Le slogan de l'époque n'était plus « Less is more », mais, comme le hurleraient les Sex Pistols, « No future ». Pendant ce temps, la musique rock dominante semblait vivre dans une autre galaxie. C'était l'ère des dinosaures du rock, des groupes comme Pink Floyd, Yes ou Led Zeppelin, des musiciens d'une virtuosité technique éblouissante qui produisaient des albums conceptuels complexes, donnaient des concerts pharaoniques dans des stades et voyageaient en jet privé. Leur musique était devenue une entreprise de luxe, une superproduction inaccessible, aussi éloignée des préoccupations d'un jeune chômeur de Manchester que les sculptures de Donald Judd. C'est dans ce décor de délabrement économique et d'ennui culturel qu'un nouveau son va exploser. D'abord dans les clubs miteux de New York comme le CBGB, puis dans les pubs de Londres, le punk rock. C'était l'antithèse absolue de tout ce qui précédait. Face à la complexité et à la durée des morceaux de rock progressif, des groupes comme les Ramones proposaient des chansons de 2 minutes, basées sur 3 accords joués à une vitesse et un volume assourdissant. Face à la production lisse et parfaite des grands studios, le punk offrait un son brut, enregistré à la va-vite avec des moyens dérisoires. Face aux vocalises travaillées des rockstars, Johnny Rotten des Sex Pistols opposait un ricanement, un cri, une diction hargneuse. Ce son n'était pas un simple choix stylistique, c'était le bruit même de la crise. L'agressivité et la vitesse étaient la traduction sonore de la colère et de la frustration d'une jeunesse sans perspective. La simplicité n'était pas de l'incompétence, c'était un manifeste politique. Elle disait que la musique appartenait à tout le monde, pas seulement à une élite de techniciens. Le fameux slogan qui circulait dans un fanzine de l'époque, Sideburns, résume tout. Voici un accord, voici un autre, en voici un troisième. Maintenant, former un groupe. C'était une démocratisation radicale de la création. Et c'est ici que le fil invisible le plus important se révèle. Face à une économie qui les excluait, les punks n'ont pas seulement écrit des chansons de protestation. Ils ont mis en pratique une idéologie économique alternative, le « do it yourself », faites-le vous-même. Puisque le système ne voulait pas d'eux, ils allaient construire leur propre système en parallèle. Le DIY était une réponse pragmatique à une série de blocages économiques. Les grandes maisons de disques ne voulaient pas signer ces groupes bruyants et imprésentables, qu'à cela ne tienne. Des labels indépendants comme Stiff Records au Royaume-Uni se sont créés. Avec des budgets minuscules, ils pouvaient enregistrer un single pour quelques centaines de livres et le sortir en quelques semaines, court-circuitant la lourde machine de l'industrie musicale. Les grands magazines musicaux les ignoraient ou les méprisaient. Les jeunes punks ont créé leurs propres médias, les fanzines. Des publications comme Sniffing Glue, créées avec une machine à écrire, des ciseaux, un tube de colle et l'accès à une photocopieuse sont devenus les porte-voix du mouvement. C'était un réseau d'information alternatif, une presse pirate qui diffusait les idées, les dates de concerts et les critiques de disques avec une immédiateté et une authenticité que les médias traditionnels ne pouvaient égaler. L'industrie de la mode dictait des tendances inaccessibles. Les punks ont inventé une anti-mode à partir de ce qu'ils avaient sous la main. Un vieux t-shirt déchiré, un pantalon abîmé, des épingles de sûreté pour tenir le tout ensemble, une veste en cuir de seconde main. L'esthétique de la décrépitude était le reflet direct de l'environnement urbain en décomposition et un rejet radical de la société de consommation dont ils étaient exclus. Les salles de concert refusaient de les programmer. Ils ont investi les lieux délaissés par la crise, les pubs de quartier au bord de la faillite, les entrepôts abandonnés, les squats, cet écosystème, labels indépendants, fanzines, mode de la débrouille, concerts dans des lieux alternatifs, n'était rien de moins qu'une microéconomie parallèle, une économie de la résilience. Face au « no future », du capitalisme industriel en crise, le punk opposait une stratégie de survie basée sur l'action directe, la communauté, le système D et le rejet de la séparation entre producteurs et consommateurs. On ne consommait pas seulement la culture punk, on la faisait. Ainsi, le punk rock était bien plus qu'un genre musical. C'était un miroir tendu à son époque, son esthétique du délabrement reflétait la décadence des villes.
Sa musique simple et agressive exprimait la colère face à la crise, et son modèle économique DIY était une réponse ingénieuse à l'exclusion et au chômage. Il était le symptôme, le diagnostic et la proposition de remède, le tout condensé en 2 minutes et 3 accords. L'onde de choc de cette explosion ne s'est jamais vraiment arrêtée. L'éthique DIY a infusé des générations de musiciens indépendants et d'artistes alternatifs. Mais son héritage est aujourd'hui bien plus vaste. L'idée de créer sa propre plateforme, de construire sa propre audience, de distribuer son travail en dehors des grands circuits, est devenue le modèle de l'ère numérique. Le blogueur, le podcasteur, le créateur de contenu sur YouTube, l'artisan qui vend ses créations sur Etsy, tous sont, d'une certaine manière, les descendants des jeunes punks qui photocopiaient leur fanzine en 1977. Les punks ont répondu à la crise d'une économie industrielle en déclin en créant une culture vibrante, à petite échelle et faite à la main. Aujourd'hui, nous faisons face aux crises d'une économie numérique avec ses plateformes gigantesques, sa précarité et son contrôle algorithmique. On peut alors se demander d'où viendra la prochaine déflagration punk. À quoi ressemble une réponse do-it-yourself dans un monde où les moyens de production ne sont plus une guitare bon marché et une photocopieuse, mais les lignes de code et les données qui structurent notre réalité? Conclusion. L'art de la synthèse. Nous voici au terme de notre voyage. Nous avons commencé ce périple devant une fresque à Florence, en nous demandant comment un peintre du XVe siècle avait pu percer le mur de la réalité. Cette simple question nous a entraînés bien loin, jusqu'au traité d'optique d'un savant du Caire médiéval. De là, nous nous sommes élevés pour écouter la musique silencieuse que Kepler croyait entendre dans le ballet des planètes. Une harmonie dont les lois mathématiques se sont avérées être les mêmes que celles qui structurent nos émotions musicales. Nous avons ensuite plongé dans le chaos des villes du XIXe siècle pour voir comment la nouvelle science de la statistique, en cartographiant la fatalité des épidémies, a fourni aux romanciers un nouveau langage pour décrire la mécanique sociale. Nous avons senti le cliquetis de la presse de Gutenberg, une machine qui n'a pas seulement imprimé des bibles, mais aussi les contrats et les livres de comptes qui ont bâti l'ossature du capitalisme moderne. Nous avons senti le monde s'accélérer au rythme du chemin de fer et compris comment cette nouvelle vitesse a obligé les peintres à inventer une nouvelle manière de saisir l'instant fugitif. Nous avons vu l'espace s'effondrer sous l'impulsion du télégraphe, créant une conscience globale et simultanée qui a trouvé sa grammaire narrative dans le montage parallèle du cinéma naissant. Nous avons suivi le long exode du peuple du blues et entendu sa musique s'électrifier au contact des métropoles industrielles du Nord, un son qui, à son tour, allait engendrer la bande-son de la jeunesse du monde entier. Nous avons arpenté les galeries froides et silencieuses du minimalisme, pour y reconnaître l'esthétique épurée des chaînes de montage et des organigrammes d'entreprise. Enfin, nous avons senti l'énergie brute du punk rock et compris qu'elle n'était pas qu'un vacarme adolescent, mais la réponse économique et culturelle la plus honnête à l'effondrement du rêve de l'après-guerre. Si ce livre n'a été qu'un assemblage d'histoires fascinantes, alors il a échoué, car le véritable but de ce voyage n'était pas de collectionner des faits, mais de s'exercer à une manière de regarder. Le véritable personnage principal de ce livre n'était ni un artiste, ni un scientifique, mais une question, toujours la même. Quel est le rapport entre... Ce n'est pas une question anecdotique, c'est, je crois, l'outil le plus puissant pour rendre le monde à nouveau intelligible et enchanté. Dans une époque qui nous pousse à l'hyperspécialisation, qui range le savoir dans des boîtes hermétiques, l'art de tisser des liens est un acte de résistance. C'est refuser de croire que l'économie est une affaire d'économistes, que l'art est une affaire de critiques et que la technologie est une affaire d'ingénieurs. C'est affirmer que tout cela est l'œuvre commune des êtres humains, et que les mêmes espoirs, les mêmes contraintes et les mêmes logiques traversent toutes nos entreprises. Apprendre à penser en connecteur, c'est commencer à voir le monde comme un réseau et non comme un catalogue. C'est comprendre qu'une innovation technologique n'est jamais neutre, mais qu'elle redéfinit notre rapport au temps, à l'espace et finalement à nous-mêmes. C'est savoir écouter une chanson populaire, non seulement pour son refrain, mais pour ce qu'elle nous dit de l'état économique et moral d'une société. C'est regarder une œuvre d'art en se demandant quelle contrainte matérielle ou quelle structure sociale l'a rendue possible. Le jeu ne s'arrête jamais. Les fils invisibles du passé ne sont que des exercices pour nous apprendre à discerner ceux qui se tissent aujourd'hui sous nos yeux. Quel est le rapport entre l'intelligence artificielle, avec ces réseaux de neurones opaques qui prennent des décisions que nous ne comprenons pas, et la résurgence de nouvelles formes de spiritualité ou de pensée magique?
Quel est le fil qui relie la crise climatique, ce problème lent, systémique et quasi invisible, à la difficulté que nous avons à créer de grands récits collectifs qui ne soient pas basés sur des héros individuels et des victoires rapides? Quel lien y a-t-il entre la technologie d'édition génétique CRISPR, qui nous permet de réécrire le texte de la vie, et notre conception de l'identité, de la narration de soi, qui quitte le domaine du destin pour entrer dans celui du design? Comment l'essor de l'économie des petits boulots, gig economy, avec ses travailleurs atomisés et sans lien, influence-t-il la forme des nouvelles communautés, qu'elles soient virtuelles ou locales, que nous créons pour combler ce vide? Les réponses à ces questions sont les chapitres du livre de demain. C'est à vous, maintenant, de les écrire. Le monde n'est pas une série de faits à mémoriser. C'est un mystère à observer, un poème à interpréter, un mécanisme à démonter. Chaque objet, chaque idée, chaque œuvre porte en elle l'écho de 1000 autres. La plus grande joie intellectuelle est peut-être celle de percevoir ces échos, de tirer sur un fil et de sentir toute la tapisserie frémir. J'espère que ce livre vous aura donné l'envie, non pas d'avoir plus de réponses, mais de vous poser de bien meilleures questions. Car la véritable connaissance ne réside pas dans ce que l'on sait, mais dans la toile que l'on est capable de tisser avec ce que l'on sait. Continuez à tirer sur les fils. Le voyage ne fait que commencer.